Il est présenté ces dernières années comme l'un des communicants les plus fidèles du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont il a toujours défendu les idéaux et les valeurs. Et c'est un militant engagé, comme qui dirait, il est toujours là et d'ailleurs toujours présenté comme acteur majeur, comme il a d'ailleurs été au cours de la dernière opération de renouvellement des organes de base au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il faut d'ailleurs dire que c'est au mois de mai, normalement c'est en 2020, donc si je me souviens, lors de la dernière élection municipale, qu'il a donc été élu maire de la commune d'arrondissement de Ngoumou, c'est dans le département de la Mofo et Akono, dans la région du centre du Cameroun. Il faut dire que c'était également au cours d'une célébration œcuménique, notamment le 27 novembre 2021 dernier, qu'on l'a vu au devant de la scène. C'était donc à l'occasion de la célébration œcuménique qui avait regroupé à la grande cour du village Yéna, toutes les autorités de la localité. D'un côté, les autorités traditionnelles et de l'autre, l'autorité religieuse. Chacune de son côté lui a donc donné l'onction pour qu'il puisse tenir les rênes de la commune locale. Une commune locale qui a donc organisé il n'y a pas longtemps sa session ordinaire pour le vote du budget, lequel l'agent devrait donc accompagner ces actions au cours de l'exercice 2022. On parle de ce côté-là d'1,3 milliard de francs CFA, et j'y arrive, et c'est donc avec cet argent qu'il entend donc donner un visage plus avenant à la commune de Ngoumou. Lui, c'est Jean-Baptiste Atemengue, c'est un régulier des plateaux de télévision, et ses détracteurs l'appellent comme l'ami des journalistes parce qu'il est habitué des plateaux. Il a un regard très très pointueux sur l'actualité, et quand il se met à défendre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, disent donc ses détracteurs, on ne le peut plus. Mais c'est pas sur ce registre qu'on l'attend, disent donc ses détracteurs, et ils attendent beaucoup plus sur le chemin de l'action, le chemin de l'action même qui va donc lui donner la possibilité de changer la ville de Ngoumou. Il a dit la métamorphosée, il est attendu au pied du mur. Bonsoir monsieur le maire, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Constant, et merci de m'accueillir ici dans ce chaleureux studio que je n'ai plus visité depuis quelques mois. C'est avec plaisir que je réponds positivement à votre invitation. Et c'est nous qui vous remercions donc pour tout le temps que vous prenez pour venir à cette émission. Nous savons, vous avez un emploi du temps trop chargé. On est quand même en début d'année. Il n'y a pas longtemps, vous avez pris l'engagement. Et c'était de sortir de la dernière session. Il faut donner un visage plus avenant à la commune de Ngoumou. Alors, Toulego, comment va Ngoumou? Au moment où vous quittez, au moment où vous faites le déplacement Yaoundé? Ngoumou va bien. Nous entendons effectivement faire de 2022 l'année du tournant. Parce que là, nous achevons la deuxième année de mandat, et la troisième année doit être celle qui montrera aux visiteurs et aux populations de Ngoumou un réel changement visible, perceptible, parce que je pense que ce changement ne doit pas attendre un deuxième mandat. Pour l'instant, j'ai un mandat que les populations et mes conseillers municipaux m'ont confié. Nous devons tout faire pour que, durant ce mandat de 5 ans, qu'il y ait un grand changement perceptible par tous. Il y aura donc ce grand changement, et c'est tout ce qu'on vous souhaite de bien de ce côté-là. Voilà donc quelque chose sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure. Mais si vous avez convenance, on commence d'abord par ces questions liées à l'actualité. On vous a présenté comme quelqu'un qui est au parfum de l'actualité, et ces derniers temps, nous avons été véritablement nourris. Vous êtes maire d'une commune. Je sais que les communes ont également, pour certaines, organisé des fan zones pour suivre l'actualité majeure de notre pays, à savoir la 103e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est dit qu'avec toutes les infrastructures aujourd'hui, très certainement, nous aurons la possibilité d'organiser une Coupe du Monde. Mais là, nous sommes encore à la Coupe d'Afrique des Nations. En début de semaine, on a été secoué par quelque chose qui a mis quand même tous les Camerounais en émoi. L'incendie dans une boîte de nuit. Elle se trouvait dans un sous-sol. C'est le Livre du côté de Bastos à Yaoundé. Vous, du côté de Ngoumou, comment est-ce que vous avez accueilli ce genre de nouvelles? C'est avec beaucoup de tristesse, surtout que nous avons des connaissances, ma collègue de Bicoque, Madame le maire, qui a perdu son jeune frère officier supérieur de l'armée, qui est mort héroïquement parce qu'en réalité il voulait sauver d'autres vies. Lui, l'incendie l'a trouvé étant à l'extérieur, et c'est en voulant sauver d'autres vies
qu'une deuxième ou une énième explosion l'a bloqué avec les autres victimes à l'intérieur. Donc, je lui adresse à nouveau mes condoléances, ainsi qu'à toutes les autres familles si durement éprouvées alors qu'ils sont allés pour une fête. C'est une situation dramatique. Je crois que les enquêtes vont démontrer concrètement quelle en est l'origine. Mais d'ores et déjà, il semble qu'il y aurait eu très peu de systèmes de sécurité préventive, de possibilités d'évacuation. Je crois que avec ce type d'incident, nous gagnerions à être plus vigilants pour la mise en exploitation de ce type de lieux qui accueillent le public. Et je sais que pour tous ces établissements de tourisme qui accueillent le public, les maires comme moi, nous faisons partie. Le temps de la détente. Voilà, nous faisons partie de la commission qui descend généralement sur le terrain pour valider. Et donc, c'est à cette commission d'être plus vigilant et d'être moins tolérant. Monsieur le maire, quand vous parlez de vigilance, est-ce que ce n'est pas une façon de dire que très souvent, on dit manager ou alors administrer, c'est également prévenir. Est-ce que ce n'est pas une habitude que d'avoir souvent le temps de se lever seulement après la survenue de quelques sinistres? Qu'est-ce que font exactement les missions de contrôle auxquelles vous appartenez souvent sur le terrain? Alors, depuis que je suis maire, je mesure effectivement beaucoup mieux les dilemmes auxquels notre société doit faire face. Nous sommes une société pauvre, beaucoup de gens se débrouillent et où il y a pourtant une réglementation très claire, c'est-à-dire que nous avons la même réglementation que les autres pays avancés, sauf que nous ne pouvons pas toujours l'appliquer avec la même rigueur, parce que quand vous l'appliquez avec rigueur, vous êtes plutôt indexé comme quelqu'un qui n'aime pas les populations qui veulent se débrouiller. Tout le monde va vous invoquer que c'est avec ça qu'il nourrit la famille, les enfants à la maison. Et il faut jongler entre rigueur, sévérité et tolérance. Alors, une bonne partie de nos activités se déroule forcément dans ce cadre de tolérance excessive qui, par moments, dégénère avec ses responsabilités. Parce que, pour vous citer un exemple, lorsque je suis arrivé à la mairie, à la tête de la mairie de Ngoumou, quelques mois auparavant, il y avait eu un incident, un incendie justement, de vendeurs de carburant frélaté qui avait causé non seulement des dégâts matériels, mais où toute une famille avait péri sous le feu, je crois 2 parents et des enfants. Et lorsque je suis arrivé, j'étais surpris de trouver que ce commerce illicite d'essence et d'autres carburants proliférait toujours. Et c'est en descendant, en enquêtant sur le lieu de stockage de ces carburants que je me suis rendu compte que ce carburant était stocké en plein marché, d'ailleurs à côté des bâtiments municipaux. Et quand je suis allé saisir pour ce carburant, j'ai posé la question même aux voisins s'ils étaient conscients qu'ils risquent de mourir à tout moment, parce que quand un individu vient mettre entre vos maisons un fût de 200 litres d'essence, c'est une bombe d'une puissance énorme, c'est-à-dire il suffit d'une étincelle, et ceci se déroule à moins de 50 mètres de là où, même pas 2 ans, une famille avait péri sous les flammes. Et donc c'est ce type de situation, et quand vous saisissez, j'ai déposé une plainte chez le procureur, vous recevez des visites. D'ailleurs, celui dont la famille assurait ce commerce illicite est à une église, c'est un pasteur, il s'est présenté comme tel à mon bureau, mais je l'ai chassé de mon bureau en lui disant que vous êtes un assassin. Et vous voyez que des délégations entières sont venues me voir, parce que forcément le maire connaît tout le monde dans la petite cité, pour me dire, alors, si vous cédez à ce type de supplication, vous concourez effectivement à mettre toute la population en risque, y compris ceux même qui pensent se débrouiller là. Et donc j'ai fait condamner ces personnes au tribunal de Ngoumou et ont payé des amendes. Mais c'est pour vous dire la difficulté qu'on a par moment à sauvegarder,
à assurer la sécurité de nos propres populations. Donc quand ils le font, ils croient qu'ils font du bien et que c'est bien pour leur survie. Mais quand l'incident arrive, justement, nous devenons responsables. Donc c'est un peu partout le même problème, l'hygiène, la salubrité. C'est par moment vous êtes obligé d'être sévère pour sauver les vies. Le stationnement gênant, c'est quand vous avez 4-5 décès de suite d'accidents au centre-ville que vous prenez, que les gens prennent conscience et comprennent pourquoi vous êtes si sévère quand il faut dégager et faire appliquer le code de la route. Et parfois, dit un téléspectateur, la conscience n'est due que le temps de l'accident. Voilà. Et donc, progressivement, ça vient quand même, c'est-à-dire qu'on, je pense que, et nous allons y revenir, le bilan matériel d'un élu local comme moi est certes bien parce qu'il faut changer le visage de la ville, mais vraiment, je pense que mon premier objectif, c'est le bilan immatériel, ce changement de mentalité, de façon de vivre, le respect de la loi, le respect de la vie en société qui impose, notamment dans une ville, un certain nombre de choses et que nous vivions comme des hommes civilisés et non pas comme des sauvages. Parce que nous observons qu'il y a un ensauvagement de la vie collective au Cameroun quand vous voyez les villes. Nous avons reçu, nous recevons encore des étrangers dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais vous avez vu que, certes, avec un peu de moyens, on a dégagé la ville. Or, d'habitude, les gens pensent que c'est tout à fait normal de vendre sa marchandise sur la chaussée parce qu'on se l'approprie, oubliant qu'il y a d'autres usagers qui ont besoin de cette voie publique, les piétons et les véhicules. Mais chacun essaie de privatiser à son profit personnel une parcelle du bien commun et causant des dégâts qui, au niveau collectif, sont plus énormes, plus grands que le bénéfice individuel, le bénéfice personnel que chacun tire de cette illégalité. Parlant justement de l'incivisme, puisque c'est de ça qu'il est question, de l'irrespect des normes, des lois et autres règlements en vigueur, on a vécu quand même un incident, alors qu'on était encore à parler de l'incident du côté du Livre et Night Club à Bastos, qui est arrivé également la bousculade du côté du stade d'Olembe, un stade dont la construction a fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais qui, heureusement, fort heureusement, a quand même pu arriver à son terme en termes de construction, jusqu'à abriter déjà une partie de la compétition jusque-là. Quand on regarde ce qui s'est passé de ce côté-là, vous vous dites, on dit, il y a l'affluence de la population, vous vous dites que quand vous faites votre recul, première analyse, vous vous dites qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, j'étais au stade ce jour-là, lundi dernier, et je n'ai pas cessé de faire la remarque dès l'entrée, si bien que dès l'entrée du stade, alors que je suis arrivé très tôt, sur le caractère un petit peu, je dirais, l'amateurisme. D'abord, en termes de disposition de sécurité, je crois que c'est mon interprétation, lors du match d'ouverture, les effectifs étaient suffisants parce qu'il y a eu le renfort de la DSP et de la garde présidentielle qui ont une tradition de rigueur. Alors, je crois que les autres FMO ont sous-estimé lors des quarts de finale l'enjeu lors des huitièmes de finale. Lors des huitièmes de finale, l'enjeu et surtout que là, il y avait beaucoup plus de public que lors du match d'ouverture. Et lorsque j'y suis entré, j'ai fait plusieurs remarques avant d'entrer. Moi, j'étais obligé de garer mon véhicule à 1 kilomètre. Pour marcher parce que je suis arrivé suffisamment à temps. Et j'étais à 1h30, le nombre de foules que je voyais aligner. J'étais très inquiet. Et le pire, c'est que je disais à ma délégation qui était dans mon véhicule que je ne comprenais pas pourquoi, dans ce contexte, avec un match se jouant en nocturne, il y avait des bébés, des enfants et tout. J'ai même blagué avec quelqu'un que si mon épouse sortait avec mon bébé de 6 mois pour aller au stade, je crois que elle resterait dormir au stade là-bas une fois avec le bébé, parce que je trouvais tout à fait irresponsable dans ce contexte-là de voir autant d'enfants mineurs
autant d'enfants mineurs à cette heure-là à l'abord. Et donc, sans compter l'insuffisance des forces de l'ordre. Moi, je l'ai remarqué. Puisqu'il y avait quand même potentiellement 60 000 personnes qui devaient... Quand je voyais le public qui était déjà au bord du stade à 1h30, j'étais très inquiet. D'une part parce que tout ce public, c'est un nouveau stade qui est très beau, c'est un joyau. Mais que nous ne connaissons pas. Même depuis l'enfance, nous connaissons le stade Omnisport. Quand on lit le ticket, on sait que c'était l'entrée. Voilà. Mais c'est un nouveau stade que personne ne connaît. Et donc... et c'est pour ça que je suis allé très tôt d'ailleurs, parce que je me dis, le temps que je retrouve... non, même pas découvrir, le temps que je retrouve mon entrée, ma place, il me faut du temps parce que je ne connais pas le stade. Et les voies d'évacuation, pire encore à la sortie, moi j'étais très inquiet aussi. Parce qu'il n'y a pas que l'entrée. On peut faire entrer le public, mais ensuite, à la sortie, comment évacuer le plus tôt possible et en toute sécurité 60 000 personnes concentrées, dont certains sont véhiculés, d'autres à pied. Et j'ai observé qu'il n'y avait à peine qu'une seule voie de sortie en dehors de la voie présidentielle, mais qui a très peu d'usagers. Mais l'autre voie s'était mélangée avec des véhicules, des trucs. J'ai trouvé cela assez difficile et délicat. Dieu merci, à la sortie, il n'y a pas eu d'incident. Mais je crois que le gouvernement a, sur instruction du chef de l'État, bien réagi, qu'il fallait revoir le dispositif, prévoir non seulement une entrée sécurisée, mais surtout une sortie. À la sortie, il y en a qui mettent 3 heures de temps bloqué, parce qu'ils ne savent, tout est bloqué. Et ça aussi, ça peut être source d'autres incidents. Et quand bien même il y aurait un malaise ou un incident nécessitant une évacuation ou une intervention des sapeurs-pompiers, des médecins, des urgentistes, il faut bien qu'ils aient accès. Là, il n'y avait aucun accès pour, à un certain moment, pour prêter main forte en cas de besoin. Mais quand on fait le tour quand même du stade de Limbé, on se rend compte que tout est sur le plan physique, sur la présentation physique. Il y a quand même beaucoup d'entrées. Il y a l'entrée sud, il y a même l'entrée nord. Bref, il y a plusieurs entrées à un moment. Est-ce qu'on ne se dit pas que l'incident qui est arrivé, c'est vrai, vous avez remarqué que sur le plan sécuritaire, peut-être il n'y a pas beaucoup de FMO qui sont déployés, mais est-ce que ce n'est pas aussi du fait de l'incivisme? Parce que quand on suit le déroulement des faits, il y a quand même certains moments où on se dit que la sécurité aussi peut être débordée parce que plein de choses n'ont pas été prises en compte. Il y a par exemple que quand on parcourt les réseaux sociaux, les réactions des uns et des autres, on constate pour déplorer qu'il y a d'abord eu la mise à disposition des billets de façon gratuite par des citoyens de bonne volonté, par des hommes d'affaires, les élus locaux et autres, qui ont mis des billets à la disposition. Mais avec tout ça, on a oublié l'essentiel, contrôler maintenant l'arrivée des uns ou des autres au stade. Parce qu'avec la multiplication des points, est-ce que ce n'est pas aussi notre problème? Je pense que, parce que le jour du match, j'ai passé presque tout mon match à discuter de ça. Je pense qu'il faut en tirer les leçons. C'est d'autant plus que nous sommes en pleine pandémie. Je crois qu'on aurait dû laisser... Bon, c'est dommage, c'est après, ce sont des réflexions, il faut tirer des leçons. On ne devait pas admettre autant d'invités au stade. Je crois que le stade était quasiment plein. Donc, plus beaucoup... Surtout que c'est l'équipe du pays organisateur qui joue. Mais il y a des fan zones, il y a au match, lors du premier match, le stade était à moitié plein. Je crois que dans le contexte actuel, au lieu de distribuer tous les biens, on pouvait tout à fait caser 30 000 dans les fan zones aussi. 30 000 spectateurs et ça allait être plus facile à gérer, je pense, si on avait diminué de moitié le nombre d'invités. Et bon, si vous invitez autant de monde, il fallait sûrement, à mon humble avis, un dispositif beaucoup plus lourd. Tel que je l'interprète, au match d'inauguration, le premier match, non seulement le public était moins nombreux, mais il y avait les renforts de la DSP, de la sécurité présidentielle et de la garde présidentielle, donc qui sont très rigoureux avec les FMO, mais 60 000
avec 60 000 spectateurs au 8e. Il fallait en réalité doubler les forces de l'ordre. Et à la sortie, en plus, il y a... je pense, j'ai fait cette remarque aussi en sortant, justement parce que nous étions tous bloqués. Le travail ne s'arrête pas forcément à faire entrer les gens au stade. Il faut que le travail de sécurité se poursuive pour les évacuer. Quand vous assistez à un match au Stade de France ou dans les grands stades, le principe, justement, c'est d'assurer aussi l'évacuation rapide. Au bout de 30 minutes, tout ce public doit, par des couloirs qu'on doit multiplier, évacuer pour qu'on n'ait pas d'incident à la fin du match. Par moment même, parce que quand j'étais étudiant, je faisais un peu le job de sécurité au stade Chaban Delmas. Et donc, par moment, c'est une nécessité parce qu'il y a des équipes qui ont des supporters assez chauds et belliqueux qui peuvent donc, pour ces équipes, leurs supporters ont même un couloir spécifique qu'on assurait pour qu'ils sortent, ils prennent les bus, on les accompagne jusqu'à la sortie de la ville pour éviter des affrontements. Donc le travail de sécurité ne se limite pas à faire entrer les gens au stade. Et je vous dis, tel que j'ai observé, l'évacuation était encore pire, parce que il pouvait y avoir des incidents plus graves à la sortie. Et comme on dit, en toute situation, il faut donc tirer des leçons. Les leçons, elles ont été tirées. Il y a eu donc la descente sur le terrain. Le secrétaire général de la présidence de la République, avec tous les membres du COCAN, c'est-à-dire que le comité local d'organisation de cette CAN-là, le président de la République a donné des instructions. On dira tout simplement qu'on espère que les choses vont changer. Mais cependant, le stade Olimbe, lui, a été suspendu de la suite de la compétition, en attendant donc les résultats de l'enquête qui a été ouverte. Ça, c'est en tout cas la décision qu'a prise le président de la Confédération africaine de football. Bon, je pense que c'est un incident très malheureux parce qu'il y a perte des vies, surtout de jeunes vies. Mais il faut tout simplement redoubler d'efforts pour que les matchs de demi-finale et surtout de finale se jouent là-bas. On ne peut pas ne pas prévoir que la finale se joue dans le meilleur stade que nous ayons, le meilleur stade africain de nos jours. Surtout qu'il nous a coûté cher. Nous allons... Oui, il est très beau, il est très beau. Je crois que quand on y entre, vraiment, moi j'ai fait d'autres stades en Europe. Il y a quelqu'un qui a dit, pour corroborer, il y a quelqu'un qui a dit que, pour un peu s'aligner dans ce que vous disiez tout à l'heure, on a oublié quelque chose, au-delà du jeu. On a oublié que ce stade, avec tout ce qu'il y a eu autour comme tapage, c'est aussi devenu aujourd'hui un véritable lieu d'excursion. Beaucoup de personnes ne vont pas au stade automatiquement parce que elles voudraient regarder le match. C'est beaucoup plus pour découvrir. Parce que quand on voit tout ce qui a été fait autour du match d'ouverture avec publicité les uns aux autres, aimerait quand même voir peut-être ce lion couché quelque part. C'est un très très beau stade. Je crois que lorsque vous accédez à la tribune VIP, les restaurants et tout, je crois qu'il n'y a pas un stade européen qui atteint ce niveau ce standing, ce niveau de services offerts et la qualité du matériel. C'est vraiment très luxueux et très beau. Nous gagnerions à préserver cela. Ça, c'est côté de l'intérieur. Maintenant, à chaque occasion, essayons de mieux organiser l'extérieur. C'est un stade neuf, donc je crois que la machine ne s'attendait pas forcément à ce que côté extérieur il y ait autant de pression, mais il faut en tirer les leçons pour que la fête soit souvent beaucoup plus joyeuse et totalement joyeuse dans ce joyau. C'est l'un des plus beaux stades au monde actuellement. Très bien, nous allons sortir par là, c'est automatiquement, la journée avait très bien commencé, on dit, ça c'est un langage sportif parce qu'il fallait peut-être pas mieux, c'était peut-être la tâche noire de la journée, mais il y avait déjà cette polémique autour de la rencontre même et qui s'est terminée avec ce bilan un peu triste. C'est vrai que les Lions se sont qualifiés pour la suite de la compétition, mais il y a cette affaire avec du coronavirus, avec ces 12 joueurs de la Gambie qui sont retrouvés carrément out du décommode, qui se sont retrouvés hors du jeu. Et du coup, on dit que le Cameroun a triché. Et là, dans cette affaire, je sais que vous êtes quand même un fan des réseaux sociaux. Il y a toute cette polémique qui est née
les supporters ivoiriens et qui, au sorti de tout ceci, a eu cette engueulade-là, qui estimait que les Camerounais sont des tricheurs et leur équipe nationale est sortie. Et par les réseaux sociaux, on apprend qu'il y a tout un comité d'accueil et il y a tout un groupe Facebook qui est déjà créé pour attendre la venue du Cameroun à Abidjan en 2023. Quand vous voyez ça, vous dites que les deux pays, c'est... J'étais moi non. Non, ça fait partie du jeu. C'est un manque de fair play, c'est typiquement africain. Nous n'avons pas... On parle de respect des règles. Je pense que les règles sont connues d'avance. Chaque délégation doit, avec le maximum de rigueur, s'assurer que un élément, un joueur contaminé ne viendrait pas décimer la délégation. Il suffit qu'un joueur soit contaminé pour que une équipe entière subisse le sort que l'équipe des Comores a subi. Et donc c'est un problème de rigueur. Si chaque matin, chaque joueur pris individuellement est testé par les médecins de l'équipe, si les déplacements et un certain nombre de disciplines, de normes de discipline sont strictement appliquées dans chaque équipe, on ne se retrouve pas dans cette situation. Je crois que les Comoriens n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Toutes les équipes qui ont fait preuve de rigueur ont gardé leurs effectifs. Il n'est pas impossible qu'un seul joueur soit détecté positif, mais il faut le détecter tout pour que l'équipe ne soit pas décimée comme leur équipe s'est retrouvée décimée. Très bien. Voilà donc, il y a ce match qui interpelle donc, tout le monde a le regard tourné vers Douala demain. Les Lions indomptables du Cameroun vont jouer le premier quart de finale de cette compétition. C'est l'entrée petitement dans le carré final. Quel est votre regard sur cette rencontre-là et quelle lecture faites-vous jusque-là de la prestation des Lions indomptables? Vous craignez ou vous restez tout simplement serein au regard de la prestation que les uns et les autres disent un peu en dents de scie? Non, ce n'est pas qu'en dents de scie. Bon, moi, je ne suis pas très passionné. Ils sont très élevés aujourd'hui dans le foot et demain, ils sont très bas. Du coup, ça fait peur quand même. Bon, je pense que l'équipe a quelques soucis. Notre équipe a quelques soucis, mais ils ont l'avantage de jouer à domicile et d'avoir quelques éléments expérimentés. Mais tous nos joueurs n'ont pas visiblement le même engagement. Vous avez vu certains, lorsqu'ils ont été remplacés lundi, ont été sifflés et hués par le public, parce que justement le public ne sent pas le même engagement chez tous nos joueurs. Vincent Aboubakar, il est prêt à mourir pour le résultat, le bon résultat. Ce n'est pas forcément le cas pour quelques-uns. C'est pas le cas de tout le monde. Donc je crois que si l'esprit de Vincent Aboubakar gagnait un peu plus tous les éléments, tous nos joueurs, même si techniquement nul n'est parfait, mais on voudrait quand même sentir que, et c'est ça qui a souvent fait gagner notre équipe nationale, même quand nous n'avions pas trop d'individualité, quand il y a l'engagement et surtout la pression qu'ils jouent à domicile et que nous attendons beaucoup d'eux, nous voulons quand même qu'il y ait un peu plus de ferveur dans leur jeu et qu'ils mouillent le maillot, comme on dit au quartier. Mouiller le maillot, demain c'est donc un grand jour. Quel est votre pronostic pour Cameroun-Gambie? Je pense que nous devrions gagner. J'espère qu'ils ont tiré les leçons du match contre une équipe dite petite, c'est-à-dire les Comores, une petite équipe entre guillemets, et que certes les Gambiens n'ont pas la même réputation, ni le même palmarès que nous, mais s'ils se retrouvent en quart de finale, ça veut dire que lors de cette compétition, ils ont prouvé, parce que là, ça sera leur 5e match, donc ce n'est pas un coup de poker. Ça veut dire qu'en 5 matchs, ils ont été relativement constants et que, en tout cas pour cette compétition, ils sont déterminés à aller le plus loin possible. Donc il ne faut plus les prendre à la légère depuis qu'ils sont en quart de finale. Et qu'il faut y aller, ça nous permettra aussi de nous exercer pour les tours qualificatifs suivants où nous aurons forcément un poids lourd continental. Et si nous allons en finale, comme nous le souhaitons, en finale, nous aurons forcément un autre poids lourd qui aurait fait tout le parcours, le même parcours que nous pour arriver en finale. Donc là, il faudrait être très concentré, très sérieux.
Bien, le budget de la commune de Ngoumou, là on va parler un peu de la commune de Ngoumou. Il faut dire que vous êtes le maire. Ça fait seulement en 2020, vous avez donc été porté à la tête de cet exécutif municipal. Vous êtes là aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans, vous êtes en train de partir à la 3e année. Si vous étiez demandé de faire vous-même votre propre bilan aujourd'hui, ce serait dans lequel, je veux dire le bilan à mi-mandat, mi-parcours. Je crois que après 6 mois, 1 an de prise en main, parce que mon prédécesseur qui avait de bons projets avait malheureusement eu quelques soucis de santé les dernières années de son mandat, donc il fallait reprendre en main la mairie et ensuite faire le point des projets qu'il avait engagés et ensuite donner une nouvelle impulsion avec notre orientation de la nouvelle équipe, le nouveau conseil municipal, parce qu'on ne voit que le maire, mais j'ai un conseil municipal très relevé. Je crois que nous avons l'un des meilleurs conseils municipaux de la région quand on voit les qualités, le profil de nos conseils municipaux. Donc, il fallait donc que tous ces conseils municipaux donnent une nouvelle identité à la politique communale de notre mairie. Donc, je crois que ça a pris 1 an. Et surtout aussi faire le point sur la situation financière de l'entreprise. On ne peut pas avancer si on ne connaît pas exactement quelles sont ses dettes et si on n'essaie pas de négocier quand c'est négociable. Donc on a fait le point et lors du conseil, en dehors du crédit, du prêt qui nous servira à construire, à achever la cité municipale, nous avons l'une des mairies les moins endettées au Cameroun actuellement. Nous avons négocié des annulations de dettes, nous avons poursuivi le remboursement et en dehors de ce prêt sur la cité municipale dont les loyers vont rembourser et le crédit, nous sommes à maximum 40 millions d'endettement. Donc nous pouvons entamer un nouveau cycle d'endettement qu'on espère plus utile et beaucoup plus porté vers des activités génératrices de revenus pour nous-mêmes ou pour les acteurs du secteur privé de la commune. Au cours du dernier conseil, il y a eu pas mal de délibérations. La plus importante, à vos yeux, c'est la création de l'Office du tourisme communal. De quoi est-ce qu'il est question exactement? Alors, je pense que quand nous avons trouvé un plan communal de développement, mais ce plan communal de développement était beaucoup plus orienté vers l'amélioration de la qualité de vie des populations avec les besoins de base, l'éducation, la santé, les adductions d'eau, l'électrification rurale et donne moins de perspectives en termes de développement économique. Parce que c'est vrai qu'il faut satisfaire ces besoins de base pour envisager le développement économique durable. Mais en même temps, il ne faut pas attendre d'avoir tout satisfait. Et par moment, c'est une interaction entre l'accroissement des revenus propres, de la richesse publique ou privée de la commune, qui permet justement d'améliorer aussi la satisfaction de ces besoins de base. Donc, nous avons pensé que, après avoir observé les atouts de notre commune, l'un des atouts qui est à exploiter, c'est forcément le tourisme. Donc, nous avons une histoire des chefferies traditionnelles, nous avons une longue histoire léguée par les missionnaires, les bénédictins, le séminaire de Télé qui est un grand monument. Nous avons une réserve forestière qui est la première réserve forestière plantée, les essences rares plantées par les colons depuis 1932 et qui peut servir de poumon et de zone d'activité d'écotourisme avec même un côté pédagogique. Beaucoup de nos enfants en ville ne connaissent plus les essences, ne connaissent pas l'utilité de la nature, l'utilité de préserver des cours d'eau propres avec l'écosystème, la faune. Tout ça, nous voulons que la commune ait une distinction particulière dans ce domaine écologique et nous voulons justement que ce tourisme écologique soit développé dans notre commune. Il est développé par d'autres communes déjà, mais chacun utilise ses atouts et nous avons l'avantage que nous sommes à 30 minutes de Yaoundé. Il faut dire quand même que quand on vient en Ngoumou,
et ça c'est, on a découvert quand même lors de la journée de la femme rurale, la venue de certaines femmes. Il y a cela pratiquement 3 ans, c'était du côté d'un Colbien, où il y a quand même les femmes de Ngoumou qui sont venues là-bas avec des essences qu'on utilisait pour la fabrication du parfum. Et elles ont estimé que elles ont tourné leur regard vers la mairie pour faire quelque chose parce qu'elles avaient envie de prospérer dans ce genre d'activité-là. Quelle est la place que vous leur accordez aujourd'hui? Alors, pour dire vrai, je suis idéologiquement libéral. Je pense que le secteur privé et l'intérêt privé peut optimiser, peut être plus efficace au niveau de la production des richesses. Si ça ne dépendait que de moi, l'État camerounais aurait privatisé beaucoup plus qu'il ne l'a fait actuellement, parce que j'estime que ce sont des dépenses d'ailleurs dans des entreprises publiques qui ne produisent pas les externalités positives qu'on attend d'elles, mais où on se retrouve avec des ardoises de plus de 1000 milliards. Et je pense que l'État et les CTD ne peuvent pas se substituer aux entreprises. Par contre, la commune peut justement accompagner, faciliter l'enrichissement, parce que c'est le but, l'amélioration du niveau de vie de ces populations. Là, vous parlez des artisans, et c'est pour ça que dès l'année dernière, j'ai été sollicité par beaucoup d'artisans. Et si nous voulons organiser des séjours touristiques, il faut bien que les gens rentrent avec des souvenirs. Et nous avons des artisans très astucieux, très ingénieux dans ma commune. Il y en a beaucoup, ils étaient à la foire récemment, je les ai accompagnés, qui ont eu des prix souvent, des prix nationaux. Et donc j'ai proposé au conseil municipal qu'on construise une vitrine artisanale. Nous avons un beau bâtiment au centre-ville, en plein carrefour désormais, où tous les artisans de la commune pourront venir exposer et vendre leurs produits. Nous comptons organiser notamment pour l'inauguration de cette vitrine artisanale une semaine de l'artisanat au mois d'avril. Nous n'avons pas encore fixé les dates. Et durant cette semaine, tous les artisans, pas que de la commune de Ngoumou, mais du département de la Moufouakono, puisque nous sommes le chef-lieu, viendront exposer divers produits dont ceux dont vous parlez. À côté de cela, il est important de former notre jeunesse à l'artisanat, parce que c'est quelque chose qui peut générer beaucoup de ressources, par moment des ressources complémentaires. Lorsque moi j'étais enfant, j'ai appris de mon grand-père à fabriquer des hôtes, à fabriquer des nattes, à fabriquer un certain nombre. Ce sont des activités qu'on peut mener le soir et qui peuvent tout à fait vous enrichir très facilement. Quand vous voyez en route, si vous allez en Balmayo, au milieu, à Okali, je crois, il y a une zone artisanale où on fabrique des tambours. Ce n'est pas un métier à temps plein. Ça, vous pouvez le faire le soir au retour du champ, mais ça peut vous rapporter autant qu'un fonctionnaire assis dans son bureau. Donc, nous allons à l'occasion former aussi des gens. Nous avons prévu un atelier de formation dans cette vitrine artisanale. Régulièrement, des artisans viendront former les jeunes qui sont volontaires. Mais au-delà de ça, je vous ai dit, mon bilan ne devrait pas être seulement matériel, parce que j'aurais construit de beaux bâtiments au centre-ville ou fleuri le centre-ville. J'ai par ailleurs initié et créé, à côté de l'office de tourisme, nous avons initié la création du premier incubateur d'entreprise communale. Donc cet incubateur d'entreprise permet aux jeunes et aux adultes qui ont des projets de venir se former, de venir discuter avec d'autres porteurs de projets. Et c'est mon prédécesseur, l'ancien maire de Ngoumou, Jean-Martin Etoundi, qui a été qui a créé le premier incubateur d'entreprise à l'école supérieure polytechnique de Yaoundé, qui est un de mes citoyens à qui j'ai donc offert une salle avec des ordinateurs, qui chaque jeudi vient encadrer tous ceux qui sont porteurs de projets. Et de cet incubateur d'entreprise est né, parce que le projet est déjà accepté par le conseil régional qui va l'appuyer, ainsi que toutes les institutions qui accompagnent le MINEPIA et le ministère de l'Agriculture, le premier grand bassin de production du poisson dans le fleuve Nyon et toutes les rivières
de la MOF et même de l'autre côté, ce premier projet, grand projet, qui sera sûrement validé lors de la prochaine session du Conseil budgétaire de la région du Centre. Je crois que c'était même d'ailleurs aujourd'hui. Donc je crois que ça a été validé, l'appui à ce projet. Donc, et ce projet vient de cet incubateur d'entreprise et est conduit par justement mon prédécesseur Jean-Martin Itouni. Parlons d'un incubateur d'entreprise. Et les jeunes de Ngoumou se posent la question de savoir où est-ce que vous en êtes avec leur formation sur la fabrication des pavés qui devraient donc aider à revêtir les routes rurales de votre municipalité. Ça, c'était l'étape préalable. Parce que vous ne pouvez pas solliciter des financements pour cette fabrication si vous n'avez pas de jeunes formés. Donc, avec le concours du ministère du MINDU, du ministère du Développement Urbain et de l'Habitat, nous avons formé une centaine de jeunes et nous sommes en train de monter donc un projet que nous avons envoyé déjà au Minipat, mais avec le MINDU, vous savez, dès que vous avez rempli la condition préalable, vous pouvez aller vers plusieurs portes de financement pour que nous puissions avancer dans l'embellissement de la ville. En créant des emplois locaux. Quand on vous voit arriver à la mairie en 2020, les jeunes disent voilà enfin l'un des nôtres qui est au Rennes aujourd'hui. Je suis jeune. Ouais, ils disent, ils vous reconnaissent comme c'est relatif. Relativement jeune. Relatif. Du coup, ils ont beaucoup d'espoir, ils vous regardent et ils nous disent on voit quand même on est content de voir que de temps en temps, quand on parcourt un peu les réseaux sociaux, il y a toute une page Facebook qui, me semble-t-il, est animé par Monsieur le maire lui-même. Mais sauf que Monsieur le maire semble beaucoup... Pas Monsieur le maire lui-même. C'est une collaboratrice qui me donne un coup de main. D'accord. Et les jeunes demandent si Monsieur le maire va beaucoup plus passer son temps à Facebook avec ses amis journalistes que d'être présent sur le terrain. Parce que quand on le voit à l'école publique locale de l'école publique des Bolboum, et qui dit rénover, on constate que c'est un seul bâtiment. Il y a également l'école publique de télé. Les uns et les autres aimeraient voir plus. Pourquoi est-ce qu'il faut faire tant de tapage alors qu'on a rénové tout simplement et on n'a pas construit? Non, c'est l'inverse plutôt. L'école publique de Bolboum qui fait deux écoles en une, parce qu'il y a une école primaire et une école maternelle. L'école maternelle, c'est un seul bâtiment. Et l'école primaire, c'est deux blocs de bâtiments parce qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves. Donc, elle a été entièrement rénovée. Même la salle inoccupée a été rénovée. Par contre, l'école publique d'Otélé a été partiellement rénovée parce que les anciens bâtiments abandonnés qui datent des années 70 nécessitent un financement plus conséquent. Nous avons trouvé qu'à la rentrée dernière, 2021-2022, cette école était dans un état d'insalubrité inadmissible. Donc nous n'avons pas pu obtenir des financements ailleurs l'année dernière. Donc je n'imaginais pas que les enfants puissent y entrer, surtout que c'est l'une des écoles qui a les plus grands effectifs dans la commune et qui est divisée en deux groupes. Donc c'est avec les moyens propres de la commune que nous avons essayé de rendre la rentrée plus acceptable, plus agréable. Nous avons refait tous les bâtiments occupés, peinture, toiture. Il y avait des bâtiments où quand il pleuvait, les enfants ne pouvaient même pas s'abriter. Donc nous avons essayé de refaire. Et nous allons mon objectif, c'est qu'à la fin du mandat, toutes les écoles primaires de la commune soient rénovées. Et c'est une priorité. Je compte rénover beaucoup plus significativement deux autres écoles. Donc l'école d'Otélé va encore bénéficier d'un crédit du BIP. D'ailleurs, parce que c'est la déléguée départementale qui estimait que nous avons certes fait de notre mieux, mais que l'école maternelle d'Otélé, qui a beaucoup d'élèves et qui n'est pas construite, on pourrait améliorer les conditions d'accueil de ces tout petits à l'école maternelle d'Otélé. Donc cette année, nous allons encore rénover avec l'argent du BIP 2 écoles, avec l'argent de la mairie, j'espère rénover aussi 2 écoles pour que d'ici, même pas la fin du mandat, d'ici fin 2023, que j'ai fait le tour de l'école, des écoles et que je reprenne cela. Pourquoi? Parce que
j'ai remarqué l'un des points faibles de notre politique éducative publique, c'est justement que nous faisons une course en avant en termes de construction de nouveaux bâtiments qui sont d'ailleurs très mal construits, parce que le budget y est alloué, les plans types avec le budget qu'on y consacre n'est pas suffisant pour faire de vrais bâtiments solides. Ce sont des bâtiments en général au bout de 4-5 ans qui commencent à être, qui se dégradent. Donc il faudrait que, après avoir construit, que nous prévoyons la maintenance. Alors c'est vrai que c'est aux communes de se battre, mais avec le peu de ressources qu'on a, on fera ce qu'on peut. Mais il faut dire cette volonté de rénovation. On ne peut pas recevoir des enfants dans un cadre qui ne bouge pas d'un iota pendant 10-15 ans. C'est-à-dire on construit et même pas une couche de peinture pendant 20 ans. Et vous retrouvez des enfants pratiquement assis dans des sortes de poulaillers, ce qui est inadmissible. Idéologiquement, je suis libéral, mais je pense qu'il faut, dans une société où on veut donner la chance à tout le monde, préserver une éducation publique de qualité pour tous. Aujourd'hui, nous privatisons l'éducation de base surtout, ce qui est problématique. La plupart d'entre nous envoyons nos enfants dans des écoles maternelles privées où on s'assoit, on est propre et tout. Et le bas peuple qui est condamné à envoyer les enfants dans ces écoles publiques, ces enfants... Ils sont laissés à eux-mêmes. Je pense que nous gagnerions à y faire un tour. Il y a beaucoup d'élites qui ne connaissent même plus, qui ne connaissent pas la situation des écoles primaires publiques dans les villes et même dans certains villages. Il faut y aller. Alors qu'avant, ces écoles publiques ont formé les élites. Les écoles qui les ont pourtant forgées. À côté des écoles catholiques, confessionnelles, si on veut dire. Mais il n'y avait pas les écoles confessionnelles partout. Il y a beaucoup d'élites qui sont sorties de ces écoles publiques. Et aujourd'hui, il y a un grand décalage entre l'éducation de base publique et l'éducation de base privée. Et je crois que ça peut être source d'accroissement des inégalités sociales. Vous avez, hier quand j'ai appelé dans la zone d'Ongoumou, il y a l'un de vos administrés sur le plan communal, il faut dire ça ainsi, puisqu'il y a quand même un sous-préfet qui est le chef de terre, disait que, à regarder ce que M. le maire prévoit en termes de métamorphose de la ville d'Ongoumou, est-ce qu'il n'y a pas lieu de lui poser la question de savoir, est-ce qu'il ignore que, à trop embrasser, on est train, comment est-ce qu'il pense résoudre tout ce problème au terme des mandats, s'il faut dire ça comme ça, parce qu'il n'est pas sûr de prendre un second? On ne peut pas résoudre tous les problèmes en un mandat. On peut donner une orientation, essayer de faire le plus tôt possible ce qu'on peut faire, mais ne pas dormir. On a des contraintes, il y a des chantiers que j'aimerais avoir réceptionnés aujourd'hui, mais vous avez des entrepreneurs défaillants, vous avez des gens, des Camerounais, ils savent parler, vous vendez, vous disent que je ferai cela d'un trait en 3 mois, vraiment, monsieur le maire, ne vous souciez pas. 6 mois après, il n'a pas fait 30%. Et donc, il faut gérer toutes ces contraintes. Il y a trop de procédures, de paperasse aussi. Bon, il faut faire avec. Nous sommes un pays... quand nous qui ne sommes pas maires de ville, des cités urbaines, nous le constatons au jour le jour, nous sommes un pays qui a tellement à faire et qu'il ne faut pas dormir. Je pense que c'est peut-être cette envie d'avancer le plus rapidement possible qui fait que j'embrasse beaucoup, mais je ne le fais pas seul. Je vous dis, j'ai une équipe de conseillers municipaux qui m'aident. Dans mon conseil municipal, j'ai pratiquement une dizaine de cadres de rang de directeur. Donc, chacun de nous y met du sien pour que nous avancions. Si j'étais seul, c'est sûr que je ne ferais pas tout ça. Bien, la mairie d'Ongoumou a quand même une enveloppe de 1,3 milliard de francs CFA pour comme budget pour l'exercice 2022. Les uns et les autres estiment que c'est quand même beaucoup pour une mairie qui est, entre guillemets, en zone rurale. C'est beaucoup, on sait quand même qu'il n'y en a pas. Elle se compte quand même au bout de doigts les mairies qui peuvent avoir ce genre d'enveloppe. Comment est-ce que vous faites pour collecter toutes ces recettes-là? Quel est votre plan, le plan que vous avez mis sur pied pour quand même essayer de renflouer les caisses de la mairie en attendant donc
tout ce qui vient de la décentralisation? Bon, il faut dire que je ne communique pas beaucoup sur ce chiffre parce que ce chiffre n'est qu'un chiffre comptable. C'est un chiffre comptable. Là-dedans, il y a des reports d'investissement, c'est-à-dire des crédits obtenus l'année précédente mais non consommés parce que les projets sont inachevés et donc on les reporte. Et beaucoup de ces projets sont financés par des partenaires financiers, ça peut être le FECOM. Et le budget d'investissement incorpore aussi le budget d'investissement public. Cette année n'est pas très important, mais il est quand même significatif, plus de 200 millions. Il y a des recettes propres prévisibles, donc c'est une addition et ce sont des prévisions. Ce qui parle plus, c'est le compte administratif, parce que le grand public ne connaît que le budget. Le compte administratif est justement la matérialisation des réalisations effectives, des recettes et des dépenses réelles. Et ce compte administratif, aujourd'hui, pour la commune de Ngoumou aussi, généralement entre 700 et 800 millions. Donc ça veut dire que si nous nous battons bien, je le souhaite, et que nous avancions beaucoup plus vite dans la réalisation de nos projets, si ce compte administratif approchait le milliard, ce serait déjà bien. Voilà. Très bien. C'est-à-dire que si dans ce budget prévu, les dépenses et les recettes, nous atteignons un milliard, ce serait l'idéal. Très bien. Monsieur le maire, il y a quand même que cette image qui revient. C'est la première fois qu'on a vu un culte écuménique dans votre commune, la commune de Ngoumou, d'un côté les autorités traditionnelles, de l'autre l'autorité religieuse. Qu'est-ce que vous cherchiez au bout du compte? J'estime que là-bas aussi vous avez déposé quand même quelque chose d'assez consistant pour recevoir la bénédiction, qu'elle soit traditionnelle ou même religieuse. Dans la tradition bantou, on dit ceci, qu'il ne faut pas chercher le pouvoir, il ne faut pas l'arracher, mais ici on vous le propose, il ne faut pas le refuser. Donc cette bénédiction, je ne l'ai ni demandé, ni arraché, ni organisé. J'ai été très agréablement surpris par l'initiative de mes aînés dans la famille et hors de ma famille, donc de la commune de Ngoumou, même des aînés qui ne sont pas de la famille. Je n'avais rencontré aucun patriarche avant cette cérémonie. Je n'étais même pas au courant qu'il y aurait cette cérémonie traditionnelle. Donc pour vous dire, c'est la veille que j'ai été surpris qu'il m'appelle pour me dire il y a tel dispositif, nous avons tenu et tu es tenu de l'accepter. Et donc je l'ai humblement accepté, mais j'ai fait mon travail. Mais c'est bien aussi quand même d'avoir reçu cette bénédiction. Je suis catholique pratiquant, peut-être à mi-temps, peut-être pratiquant à mi-temps, mais je suis catholique, j'ai grandi avec ce milieu catholique, les bénédictins notamment, d'hôtel qui m'ont beaucoup apporté. Donc quand je reçois cette double bénédiction, ça me motive, mais aussi ça me met beaucoup de pression, parce que c'est une responsabilité. Une telle confiance ne doit pas être déçue. Et donc, d'où le caractère... Surtout que vous avez eu la recommandation d'écrire l'histoire et non d'écrire des histoires. Voilà, donc je dois, avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de détermination, accélérer mon travail pour l'intérêt général, pas pour mon intérêt personnel. Parce que je suis un militant engagé de longue date et je ne l'ai pas fait par cupidité ou par intérêt personnel de recherche de promotion, mais c'est parce que je voudrais autant que possible servir ma patrie par Ngoumou. Parce que chacun de nous sert le Cameroun là où il est. Parlons justement de votre côté militant. À l'entame de cette émission, vous a présenté comme l'un des communicants fidèles du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont vous défendez les idéaux et les valeurs à tout bout de champ. Et je vais citer ici quelque chose qu'on a gardé de vous, ce sont vos propos au sortir de la dernière opération
du renouvellement des organes de base du RDPC dans votre localité là-bas en Ngoumou. Vous avez dit, malgré le système de fraude mis en place par certains, des malhonnêtes enfants, des enfants malhonnêtes, avec le concours des mercenaires importés pour venir fausser les résultats de tous les bureaux de vote, malgré la tentative d'aliéner avec quelques dollars, vous avez exprimé votre choix et nous aimons et ferons tout pour assumer pour l'intérêt général cette responsabilité politique. Mon équipe et moi-même plaçons des soins à la tête, plaçons par vos soins à la tête des sections RDPC, OFRDPC, OGRDPC de Ngoumou, tous nos espoirs. Disons que Ngoumou cesse tout simplement d'être rebelle et nous marcherons désormais. C'est très difficile la politique en Ngoumou. C'est difficile partout. C'est difficile partout, mais sauf que dans le milieu politique, il y a des gens qui ont des convictions, qui ont une moralité républicaine, d'autres n'en ont pas. Donc c'est aussi une grande école pour nos militants, pour nous tous, parce que notre pays, vous avez évoqué tout à l'heure le manque de fair play sur le plan sportif pour des gens qui n'ont pas respecté les règles. Nous vivons ça tous les jours en politique dans notre pays, vous le savez. Donc, mais le plus important, c'est que nos populations prennent conscience. Et je crois que c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, et le cas de Ngoumou l'illustre parfaitement. Moi, dans le RDPC, je n'ai jamais été nommé. J'ai toujours gagné des élections concurrentielles. Ça m'a beaucoup apporté en termes d'apprentissage. Il y a des stratégies, il y a des tactiques, il y a aussi des approches par rapport à l'électorat. Et nous avons vécu des renouvellements des bureaux, des organes de base des renouvellements assez houleux en Ngoumou, mais ça s'est bien passé, ce qui montre la maturité du peuple. Et ce que je disais venait du fond du cœur, parce que j'estime que pour avoir une légitimité, il faut obéir à une certaine morale politique. Ma grande insatisfaction, ma grande colère venait du fait que il y ait des camarades qui pensent qu'on doit être prêt à tout pour réussir à gagner une élection. D'abord, cela montre le mépris qu'ils ont des militants. Non seulement des militants, mais de nous autres. C'est-à-dire qu'en réalité, ils estiment qu'ils n'en ont rien à foutre. Et des militants et de nous, que s'il faut payer à coup de millions leur victoire, ils vont le faire, peu importe par où ils passent. Et ça, c'est... Je pense que quand on est démocrate, on doit s'éloigner d'une telle conception de la politique. Et c'est ce qui tue beaucoup nos pays africains aujourd'hui. Ailleurs, la politique aussi a les mêmes règles par moment, mais je pense que ailleurs, il y a un minimum de respect des règles établies. Je crois que chez nous, ça va trop loin. C'est pour ça que je l'ai dénoncé. Et par moment, vous avez des aînés qui devraient être des exemples, mais qui en réalité vous déçoivent totalement, c'est-à-dire qui ne méritent plus d'être considérés comme des aînés, des conseillers. Ce sont des leaderships que j'ai enlevés de ma tête. Très bien. Dans la région de Ngoumou. Et d'ailleurs, c'est pour ça que lors de la double cérémonie traditionnelle et religieuse, les patriarches m'ont prié d'assumer pleinement mon rôle de leader politique et moral pour mes petits frères, et de ne plus nous contenter de suivre des gens qui veulent nous dérouter, qui nous conduisent vers les chemins de la corruption. D'où le conseil donné par l'homme de Dieu qui administrait, qui officiait ce jour-là, d'être celui le maire qui écrit l'histoire de Ngoumou, un Ngoumou métamorphosé, Ngoumou beaucoup plus avenant, et non un maire qui va créer tout simplement des histoires. Le maire peut créer des histoires. Parce que quand
quand on est leader, on ne peut ne pas créer des histoires. Je vous ai dit tout à l'heure que pour qu'on ait un état de droit, une république, il faut un minimum de sévérité. Et quand vous êtes sévère, vous créez forcément des histoires. Je vais vous prendre un exemple survenu cette semaine. Jeudi dernier, j'étais en discussion avec le ministre des Forêts, avec qui j'ai évoqué la situation catastrophique de l'exploitation forestière dans nos communes, y compris dans la mienne. La route Kribi-Yaoundé ou Yaoundé-Kribi est en cours d'achèvement. Et donc, toute cette zone forestière, dès qu'il y a une route qui passe, la première des choses, comme des rapaces, c'est que les gens entrent dans toutes les routes. Si vous faites Yaoundé, Lolodorf, où la route est bitumée, vous verrez des engins créer des petites pistes partout pour tirer le maximum de bois et très rapidement. Alors, cette semaine, j'ai retrouvé le même phénomène chez moi, où j'ai ouvert une route qui est inachevée. Nuitamment, des engins, des grumiers sont venus entrer. Ce sont des populations qui m'ont appelé pour me dire qu'elles ne dorment plus. Il y a des bruits, des scies, des engins. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont carrément entrés dégradant ma route, avec la complicité des fonctionnaires des eaux et forêts, aller ouvrir un chantier d'exploitation illégale de la forêt, parce que cette forêt est restée 30 ans, parce qu'il n'y avait pas d'issue pour évacuer. Alors, je suis allé saisir tout ce matériel avec des constats d'huissier, et là, je suis obligé de passer par la justice et de faire des problèmes, mais c'est des problèmes qui doivent servir, voilà, qui doivent servir de leçon et à la communauté et à l'ensemble des élites que j'ai mobilisées, parce qu'il est anormal que des hommes d'affaires véreux viennent de la ville, entrent dans nos villages, profitent de la pauvreté, de la naïveté de nos populations pour, contre des biais de 10 000, leur extorquer l'une des principales richesses qui est la leur. Quand vous arrivez dans un village, vous donnez 50 000, 100 000 aux gens et vous abattez du bois en une semaine qui a une valeur de 50 millions que vous évacuez nuitamment. Qu'est-ce que la commune gagne? Et en détruisant même la petite route que je suis en train de réhabiliter pour que les populations puissent vaquer, venir vendre leurs produits au centre-ville et tout. Donc, à peine j'ai engagé les travaux, je n'ai même pas réceptionné, qu'ils ont ramené des engins, passant sur la route, prenant les billes. Non, même pas finalisé, dégradé, détruit, parce que leur problème n'est pas d'arranger la route. S'ils voulaient arranger la route, ils auraient arrangé cette route depuis. Mais par contre, comme il n'y avait pas de route, on ne pouvait pas couper le bois là-bas. Et ce sont les fonctionnaires des eaux et forêts locaux qui les ont guidés. On a retrouvé avec les numéros des bois légalisés déjà et tout. Donc, bon, ça, c'est... On est obligé de faire des problèmes dans ce cas-là pour défendre l'intérêt de la commune. Très bien. Vous êtes toujours sur BNews 1, c'est le tam-tam du continent. L'émission, c'est Échange. Avec nous en plateau, dans le cadre de cet autre numéro, le maire de la commune de Ngoumou, c'est dans le département de la Méfoua-Kono, région du Centre Cameroun. Là, pour nous, Jean-Baptiste Atemegue, si vous avez donc convenance, nous allons un peu nous arrêter pour regarder, vous que j'ai une à vous. C'est-à-dire que cet exercice nous permet de parcourir la une des quelques journaux et de commenter l'actualité telle que publiée par les confrères. Ok. Bien, parlons de la une de l'invité. L'un des journaux qui arrive ici, c'est le quotidien Le Jour, qui parle de la CAF qui suspend le stade de Limbé. La fermeture provisoire du stade est annoncée en attendant le résultat de l'enquête sur la tragédie et qui a coûté la vie à 8 personnes lundi dernier. Et puis Samuel Eto'o, la trajectoire d'un phénomène, et puis enquête sur la solitude. Sur la solitude, c'est un sujet de santé. Quand vous regardez cette une-là, vous dites que indubitablement, ce journal est à la pointe de l'actualité. Effectivement, je crois que c'est ce qu'on a déjà commenté en début d'émission. Je reviendrai sur la suspension, puisque cette suspension est provisoire. Je crois que dès les demi-finales, le stade sera opérationnel au regard des nouvelles mesures prises
par le gouvernement, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, avec toute l'équipe de sécurité, les maires d'ailleurs, parce que les maires accompagnaient cette délégation, les maires de Yaoundé et la FECAFOOT. Je crois que ces mesures permettront la reprise des matchs lors des demi-finales dans ce beau stade. Ce serait dommage qu'on ne l'utilise. On l'a construit pour cette CAN. Donc, malgré ces drames, il faut prendre ces mesures, les mettre effectivement en marche pour que les matchs reprennent dès les demi-finales à Oulémé. Au-delà de ce livre qui paraît bientôt, qui parle de Samuel Eto'o, la trajectoire d'un phénomène, il y a aussi cette enquête sur la solitude. Samuel Eto'o, c'est un nouveau chouchou du public, du grand public. C'est une histoire romanesque d'un enfant parti de rien comme nous tous et qui s'est battu seul. Parce que quand on a des parents démunis, en fait, on se bat d'abord, on compte d'abord sur soi, et qui est arrivé au sommet par le travail. C'est un exemple pour les autres jeunes, parce que beaucoup pensent que, quel que soit le métier qu'on choisit, il faut se sacrifier, il faut beaucoup travailler. Même dans le foot, je crois que pour son cas, pour atteindre son niveau, c'est plus facile d'être docteur en droit que d'être Samuel Eto'o dans le football, d'être reconnu au niveau mondial. Donc, c'est un exemple qui doit inspirer nos jeunes. Et je crois que politiquement aussi, je ne le savais pas aussi populaire, aussi malin. Parce que à l'élection, à la FECAFOOT, j'avoue que je le prenais pour un outsider, mais qui avait beaucoup moins de chances de réussir. Je crois qu'il a su inverser à la dernière minute, comme s'il avait fait un stage chez nous au RDPC pour connaître les stratégies et la façon d'inverser une tendance pas forcément favorable. Et je crois qu'il a félicité sur ce plan, parce que a priori, c'est pas son domaine. Le football, c'est pas la politique, mais quand on va à une élection comme celle-là, aussi difficile, il faut quand même avoir un minimum de courage et surtout de stratégie. Je crois qu'il a été bien conseillé aussi. Les autres, il y a également ce phénomène sur la solitude. La solitude, c'est une enquête qui est menée par le même journal. Je pense que la solitude, c'est un véritable problème de santé. Ça commence à arriver ici parce que nous sommes une société qui évolue avec le monde. Avant, nous vivions de façon communautaire, dont les enfants, des plus petits enfants jusqu'aux grands-parents vivaient dans la même concession familiale. Les familles se disloquent, modernisation oblige. Donc nous commençons à connaître les mêmes phénomènes que les sociétés avancées, les sociétés développées connaissent. Il faut prendre des mesures et on ne se rend pas compte, par exemple, de la solitude des enfants. Par moment, nous sommes pris par nos activités, les parents n'ont plus beaucoup de temps à passer avec les enfants et certains nous cherchent souvent. La solitude des personnes âgées, de plus en plus, les enfants s'en vont. Avant, on était dans une concession familiale avec une cacaoyère, on vivait sur place, personne ne partait loin. Aujourd'hui, vous avez des parents qui ont des enfants. Dès qu'ils grandissent, certains vont en Europe, d'autres sont fonctionnaires ou salariés, vont se chercher en ville et ils restent seuls. Et il faut trouver des solutions pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés. C'est parmi les objectifs de 2022, c'est justement d'organiser une bonne fête et une reprise en main des personnes âgées dans la commune. La fête se déroule souvent la journée internationale en octobre. J'ai déjà pris des discussions. Disons, je prépare avec les experts dans le domaine. Je ne suis pas technicien des affaires sociales, mais il y a des gens qui vont nous accompagner pour redonner une considération à ces personnes qu'on semble parfois oublier. Il y a là une des mutations qui parle de ce... qui parlant de cet incident, qui parle du feu de l'inertion au niveau des boîtes de nuit, des snack bars. Il y a ici les questions de sécurité dont on parlait tout à l'heure, notamment l'absence des premiers instruments pour stopper la montée des flammes tels que les extincteurs.
C'est la tolérance, hein, c'est la tolérance. Il y a une commission avec des normes, hein, donc je pense que en fonction du niveau de la licence, il faut parfois l'appliquer. Il y a, je crois que là on est dans un établissement qui utilise une licence de catégorie 4 au moins, donc il y a des normes et il faut tout simplement les appliquer. Parce que quand ce type d'événement malheureux survient, on se rend compte que par moment il vaut mieux être rigoureux et imposer ce respect-là que de risquer la perte de vie, comme on a vu là. On va parler avec Cameroun Tribune pour sortir. Cameroun Tribune qui reste pratiquement sur l'ensemble de ces examens, mais de l'actualité, qui parle donc de la place aux enquêteurs avec la bousculade meurtrière du stade de Lomé. À quoi faut-il s'attendre puisque tout semble déjà évident? Non, il faut quand même... vous savez, nous on a un regard extérieur, il faut revoir les faits et en tirer des leçons précises. Je crois que c'est bien qu'il y ait une équipe d'enquête et qui propose ensuite surtout des recommandations pour la suite, pour éviter que ça se passe encore une autre fois. Je crois que en général, nous n'avons pas grand-chose à inventer. Il y a de tels événements qui sont organisés ailleurs. Si nous ne sommes pas assez outillés, nous pouvons nous faire accompagner par des consultants, par des experts qui s'y connaissent pour former et préconiser d'autres solutions. C'est d'autant plus que ces joyaux, tous ces stades, nous allons régulièrement les utiliser. Il faut pas... Il y en a qui sont inquiets sur la suite. La question de maintenance. La maintenance, mais ce sont des équipements qui seront utilisés. Il faut que le Cameroun s'oriente. Vous avez vu le stade, le palais des sports, qui est tout petit. Alors, depuis qu'on l'a construit, ne chôme jamais parce qu'il y a des compétitions continentales. Ça permet de redécouvrir que nous pouvons gagner des trophées dans le volleyball, le handball, le basket et d'autres compétitions qui s'y déroulent. Donc, il faudrait que le Cameroun, au niveau continental, voire mondial, on peut ne pas organiser une Coupe du Monde senior, mais on peut organiser une Coupe du Monde junior ou cadet au Cameroun. Donc, on peut multiplier les événements qui pourraient nécessiter les mêmes dispositifs de sécurité pour recevoir le public dans ces stades. Très bien. Il faut dire que ces stades sont quand même construits sur des communes. Parlant des questions de maintenance, est-ce que la commune, et on est en plein ici dans la décentralisation, est-ce qu'il n'est pas temps pour les communes de s'arroger la gestion des stades pour éviter tous ces problèmes de vétusté et essayer de glaner également quelques revenus qui seraient plutôt bien pour les caisses de la mairie? Il y a des stades qui sont gérés par des communes de petits stades. Je crois qu'en Europe, les communes sont beaucoup plus impliquées dans la gestion de ces stades. Mais le problème, c'est que les communes disposent de beaucoup de ressources là-bas, de capacités d'emprunt, et ils accompagnent généralement les grands clubs, sont des clubs historiques qui ont en plus des recettes stables. Donc la commune peut accompagner à côté des recettes propres des clubs. Ici, ni commune ni club n'ont beaucoup d'argent, donc c'est pour ça que l'État central est encore appelé à investir et à assurer la maintenance. Là-dedans, la commune a une part de responsabilité parce que les abords du stade, il y a un certain nombre de choses que la commune peut faire. Et on verra avec l'évolution du temps. La commune le fait avec une taxe qu'elle perçoit actuellement. Donc, en principe, chaque stade implanté dans la commune reverse une partie des recettes à la commune qui abrite ce stade. Avec ça, la commune peut effectivement participer à la maintenance, ne serait-ce qu'au niveau des abords et à l'extérieur, les alentours du stade qui abritent les événements au sein de la commune. Mais rendu en pleine décentralisation, dont le processus est pratiquement en cours d'achèvement avec l'arrivée des conseils régionaux, est-ce que la gestion aujourd'hui
ne va pas poser problème. Comment est-ce que vous vivez cet état de choses-là aujourd'hui? Parce qu'hier encore, les mairies étaient là, tout le monde savait que la mairie, c'est l'administration de proximité. Aujourd'hui, il y a le conseil régional qui est arrivé. Chacun devrait quand même se procurer, ou alors chercher à comment renflouer ses caisses pour son fonctionnement. C'est un processus qui est lancé, mais qui est peut-être un peu lent pour nous, mais qui est progressif. Alors, je ne suis pas sûr que la priorité pour les communes qui abritent les stades soit d'abord de gérer ces stades. Il y a d'autres préoccupations de base qui les occupent, les communes urbaines, notamment l'arrondissement de Yaoundé, de Douala, des grandes villes. Quand vous voyez l'état des besoins pour accueillir les populations, aménager les marchés, les parkings, approvisionner ces populations en eau, à l'électricité, assurer leurs compétences au niveau de l'éducation de base, puisque maternelle est de base. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de travail à ce niveau. Je ne pense pas que la priorité soit les stades, mais ça peut venir plus tard. Mais je crois que les besoins de nos communes aujourd'hui, c'est déjà d'être autonomes dans la satisfaction de ces besoins de base, soit par le transfert des ressources telles que prévues par la loi, les 15%. L'autre moyen était, nous pensons toujours, parce que le projet de réforme du code de fiscalité locale est en cours de discussion. L'autre moyen de contournement, c'est de dédier certaines taxes et impôts, certains impôts aux collectivités territoriales décentralisées pour que cet argent ne passe plus par l'État central, par le trésor public, et que les communes soient financièrement autonomes. Tout le monde sait quand même que Yaoundé, on parle quand s'il y a une destination et qui est très connue, dont on parle beaucoup plus à Yaoundé, c'est Yaoundé-Ngoumou. Et il y a cette gare routière du côté de Ngoumou. Quel est le visage, quelle est la place que vous accordez à la gare routière de Ngoumou dans tout votre processus de développement et de transformation de votre commune? Nous sommes en train d'aménager une gare cet aménagement va se faire en plusieurs phases. Donc la première phase est en cours, elle est un peu lente, je mets la pression, mais elle est en cours d'achèvement à 80%. D'autres phases vont suivre. Le but étant effectivement d'accueillir dans de meilleures conditions nos visiteurs et nos populations qui vont en ville et viennent, mais aussi de les accueillir dans des conditions de sécurité optimales. Parce que quand la route Yaoundé-Kribi entrera pleinement en exploitation, il faudrait éviter que le ramassage des passagers se fasse aux côtés des camions, des grumiers, tous ceux qui vont passer sur cette route qui est relativement étroite. Et donc il faut aménager quelque chose en dehors de cette route centrale de la route nationale numéro 22 que nous voulons sécuriser et en évitant au maximum les activités aux abords. Donc la gare routière sera aménagée à 100 mètres de là pour que les voitures sortent de cette route nationale. En général, beaucoup d'accidents surviennent même à la descente sur la route nationale des passagers qui, prenant les bagages, contournant, se font subissent des dégâts souvent, y compris beaucoup décèdent parce que les voitures traversent à vive allure ou ne regardent pas, ne font pas attention. Donc, nous voulons sortir toute cette activité de la route nationale. Très bien. Nous allons bientôt sortir de cette émission. Les téléspectateurs qui vous regardent depuis Ngoumou disent attendre beaucoup de vous. Et au cours de cette émission, vous avez annoncé pas mal de projets, fait pas mal d'annonces. À quoi faut-il s'attendre? Parce que ils disent vous avez beaucoup d'amis qui jusque-là eux-mêmes, quand on regarde les personnes que vous avez rencontrées, vous avez cité notamment celles des personnes qui vont vous aider dans les travaux, par exemple de l'aménagement des routes qui seront désormais pavées, la formation pour les jeunes, ça va générer également des revenus. Quelle est la différence que vous entendez faire? Parce qu'aujourd'hui, les populations, elles disent vouloir du concret. Est-ce que vous allez tout simplement vous arrêter aux annonces
à quoi est-ce qu'il faudrait s'attendre dans les 3 prochaines années? Dans les 3 prochaines années, il y aura métamorphose. Le plus grand projet en vue que nous devons négocier ensemble pour le plus grand intérêt des populations, c'est le projet de port sec. Avec le conseil régional, nous travaillons déjà, le comité technique travaille, et que ce port sec se fasse dans le respect de la distinction écologique que nous recherchons, donc dans le respect de l'environnement et des équilibres. Nous voulons une commune relativement paisible. Nous ne voulons pas quitter la ville de Yaoundé avec sa pollution, les bruits, pour retrouver notre ville dans ce qui reste notre village. Donc, il faut trouver un équilibre qui sera d'ailleurs un atout pour notre commune qui se voudra touristique, qu'il y ait une mairie, une commune paisible. Donc, avec ce port sec, il y aura métamorphose. À côté de ça, nous avons effectivement beaucoup de projets. La construction d'une cité municipale achevée. Si nous achevons cette année les 28 premiers logements pour passer à la deuxième phase, peut-être d'une vingtaine de logements encore, ça va changer le paysage. Nous allons construire, poser la première pierre du nouvel hôtel de ville. D'ici quelques semaines, le financement et le marché attribué, le financement est acquis. Donc, tout cela, je pense, va changer le paysage. Mais je vous ai dit, la plus grande chose, c'est le bilan immatériel. C'est l'état d'esprit. Il faut que les gens de Ngoumou soient fiers d'être des citoyens de Ngoumou. D'où qu'ils viennent, autochtones ou d'autres frères qui viennent s'installer, mais qu'il y ait une fierté d'être de Ngoumou, parce que nous aurions réalisé, entamé ensemble beaucoup de choses avec une vision claire de ce que nous voulons faire de notre commune. Et ça ne se fera pas qu'avec le conseil municipal, c'est avec l'ensemble des élites. Il faut que le comité de développement prenne sa part de responsabilité, que dans les villages, les élites, les populations, on s'entende pour défendre nos intérêts. Je vous ai parlé de la ressource forestière. J'ai écrit au Premier ministre pour que la gestion de la forêt d'Ototomo, qui est une richesse nationale, voire internationale, la gestion qui est désastreuse actuellement, que cette gestion soit transférée à la commune. Si nécessaire, avec un audit, j'ai demandé au Premier ministre de bien vouloir faire l'audit, parce que quand nous disons, nous adressons nos plaintes, on peut croire que ce sont des plaintes sans raison, sans fondement. Donc il y a un audit et qu'on voit ce qui a été fait de cette réserve, et que nous-mêmes qui connaissons la richesse, pour avoir grandi à côté de cette réserve, avoir vécu un certain nombre de choses. Je vais vous prendre un exemple. Dans mon village, en Kolmezab, j'avais sûrement l'un des plus vieux bibingas de la région. Quand je suis rentré de France, j'ai trouvé que je ne sais pas quel exploitant ou qui est venu couper avec la complicité des autorités, toujours, parce que ça ne se fait pas sans la complicité des autorités. J'ai écoulé les larmes quand j'ai trouvé qu'on avait coupé ce bibinga, parce qu'aujourd'hui que je suis maire, j'aurais déjà aménagé un site touristique pour de façon durable ramener des ressources. Alors vous avez un individu qui a peut-être vendu ça à quelqu'un, qui a empoché 1 million de francs, a mis dans sa poche, mais qui ne profite pas à la communauté ni à l'ensemble de la commune. C'est ce type de comportement de pirate que nous voulons combattre aujourd'hui, écarter, pour qu'il y ait une démarche collective. Parce que quand vous arrêtez, j'étais emballé l'autre hier, quand vous arrêtez quelqu'un, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui ramène ses hommes d'affaires vers eux, il vous dit: je suis un fils de département. Je lui ai posé la question, et le département s'est assis pour te donner l'autorisation et le droit d'aller prendre quelques dollars à mettre dans ta poche seule et venir brader tout l'héritage de toute la communauté. Donc c'est ce type de component il faut rassembler pour que tous les habitants, tous les citoyens de la commune adhèrent au projet. On va refaire le centre commercial, il faut recaser les gens. On va refaire, j'ai parlé du port sec, il faut recaser les gens, il faut organiser tout ça par le dialogue pour que nous allions tous dans le même sens. Très bien, nous vous remercions d'être venus. Nous allons sortir par ces images le regard que vous jetez sur ces quelques personnalités que nous propose donc la régie avec Serge Esseba.
Vous allez nous dire ce que vous pensez de ces différentes personnes-là, dont les photos vont arriver avec le concours de la régie. Le DG à quoi du FECOM, que je ne connaissais pas bien avant qu'il ne soit maire, mais que j'ai appris d'abord à connaître indirectement parce que j'ai découvert l'un des établissements publics les mieux gérés en termes de management, célérité, traitement de dossiers, efficacité, accompagnement des maires, l'un des établissements publics les mieux gérés, et je crois que c'est de son fait, donc avec des réformes qui portent leurs fruits aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et qui est humainement très sociable aussi. J'ai eu l'occasion de le croiser quelques fois. Ok, il faut dire que c'est lui qui tient ce qu'on appelle couramment la banque des communes. Oui, il n'est pas le premier à la tenir, mais je crois qu'il fait la différence. Il a engagé des réformes qui font aujourd'hui que cet établissement soit une référence en Afrique. Et je vous dis tel que je le ressens. Avant de le rencontrer, je suis d'abord allé à la délégation régionale du FECOM quand j'ai été élu. J'étais surpris par la qualité de l'accueil et la qualité de service de cette entreprise. Et je crois qu'ils méritent bien tous les labels qu'ils ont reçus en termes de qualité de service. Ok. Là, vous reconnaissez le visage de cet élu, cette jeune élue de la nation? Oui, je la connais de loin, pas personnellement. C'est la nouvelle génération en politique et c'est bien qu'il y ait cette... Vous lui avez accordé votre soutien quand il était au devant de la scène, pour, on dirait, entre guillemets, pour des questions d'incivisme. Celle qui essaie quand même de braver les barrières policières. J'estime qu'il faut tout simplement respecter les élus. J'ai suivi ça à distance. Je crois que dans une république, le respect est mutuel. Nous avons l'habitude de nous écarter les uns les autres, les forces de l'ordre comme les élus, certains élus. Donc il faut faire l'effort de montrer l'exemple. Je suis très embêté parce que, en général, notre élite ne montre pas le bon exemple. Notre élite ne montre pas le bon exemple. Ça, quand je suis devant le feu rouge et que je vois les véhicules qui devraient montrer l'exemple, violer le feu rouge, les véhicules qui devraient montrer l'exemple, rouler à contresens, ceux qui doivent montrer l'exemple, et chaque fois que ces véhicules passent, les taxis, le bas peuple les suit. Dit, ah, si l'élite le fait, pourquoi pas moi? Quand vous arrivez dans un service public, s'il n'y a pas nécessité de faire autrement, on n'est pas obligé de ne pas s'allier. Moi, je le fais régulièrement. Je crois que nous autres élites, nous devons montrer l'exemple. Ce n'est pas la condition nécessaire pour que le bas peuple lui-même ne le montre pas. Parce qu'au Cameroun, on a l'habitude de dire que le poisson pourrit par le haut. L'histoire montre qu'en général, l'institutionnalisation des États, la règle n'est jamais faite pour le haut d'abord. Le fait qu'on essaie de mettre en place notre République en même temps que la démocratie, parce que l'État précède la démocratisation. Et quand l'État impose les normes, il n'y a pas encore de démocratie, et donc les normes sont d'abord faites pour le bas peuple. Mais comme aujourd'hui nous sommes en démocratie, en même temps que nous mettons en place un État digne de ce nom, les élites doivent montrer l'exemple pour que ça avance beaucoup plus vite. Très bien. Parole de monsieur le maire. Et là, c'est le maire de la ville de Yaoundé, M. Luc Messi Atangana, qui a, d'après l'actualité de ces derniers temps, a plutôt de mal à partir avec certains élus locaux. Oui, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup parce que les élus... Qu'est-ce qui fait problème? Alors, je ne suis pas médiateur, je ne connais pas... Il paraît que c'est une affaire de l'application et du respect des textes. En général, c'est comme les élus qui ont des points avec d'autres autorités administratives. Et nous n'avons pas inventé les textes, nous n'avons pas inventé la décentralisation, ni l'État. Si ailleurs ça se passe bien, ça devrait se passer ici. En général, il faut distinguer les problèmes personnels du fonctionnement normal de l'État. Que dit la loi? S'il y a un problème d'interprétation, vous faites appel à une médiation. Ça peut être
au pire des cas, une médiation judiciaire, le tribunal administratif. Mais avant d'y arriver, il y a d'autres médiations, il y a des tutelles, même si les CTD n'ont pas en tant que tel des tutelles, mais nous sommes tous reliés à l'État. Il y a un préfet, il y a un gouverneur, donc il peut, en cas de situation conflictuelle ou de mésentente, c'est une situation en général, j'observe à distance, mais je connais tout ce monde, ce sont des aînés pour qui j'ai beaucoup d'estime. Le maire de la ville est même un frère de la famille que j'admire beaucoup par son calme. C'est un haut fonctionnaire très exemplaire qui a eu une très longue carrière et qui a une très grande expérience, donc j'apprends beaucoup chaque fois que je discute avec lui. C'est l'ancien secrétaire permanent du Conseil national de la décentralisation. Mais au-delà de ça, il a des qualités humaines, c'est quelqu'un de très humble en général et qui tel que je le connais avant d'être maire de la ville, donc c'est quelqu'un de très bien. Maintenant, les incompréhensions qu'il a avec les autres maires, qui sont tous mes collègues et amis aussi, avec qui je travaille beaucoup. Je travaille moins avec le maire de la ville parce que nous ne sommes pas du même niveau, mais je travaille beaucoup avec le maire d'arrondissement de Yaoundé que je connais personnellement et que je trouve aussi beaucoup ont de l'expérience, plus que nous, donc j'apprends beaucoup d'eux, puisque certains ont déjà exercé des mandats avant nous. Donc, mais les incompréhensions entre les deux, les deux camps, s'il faut l'appeler, qui me sont proches, j'espère que ça va s'aplaner. Conciliateur. Je suis un jeune frère par rapport à beaucoup d'entre eux. Je crois qu'à Yaoundé, je suis le grand frère de 2 ou de 3 maires, le maire de Yaoundé 5, Bala, que je connais depuis qu'il est président des jeunes. On a travaillé dans le parti, ainsi que le maire Yuki Onan, avec qui nous travaillons depuis qu'il était président des jeunes. Je l'ai reçu à Paris à l'époque, il y a plus de 20 ans. Et le maire, le plus jeune d'entre eux, le maire Aïssi, que j'apprends à connaître aussi, que je ne connaissais pas bien. Très bien, nous allons sortir par cette image qui n'est rien d'autre que celle de l'ambassadeur du Cameroun en France. Bien, il y a des petits soucis, mais on sait quand même que vous l'avez reçu, il vous a reçu en compagnie de quelques maires il n'y a pas longtemps. C'était et vous avez fait de lui peut-être le citoyen de votre mairie, l'ambassadeur de la mairie de Ngoumou dans la place hexagonale. C'est pour vous aider dans le cadre de la coopération décentralisée. C'est ça, étant issu de notre département, effectivement, il nous a fait ce privilège, il nous a accordé ce privilège de nous recevoir pour qu'il nous accompagne dans nos démarches, pas plus que les autres maires, hein, donc il est l'ambassadeur de tous les maires du Cameroun. Mais il a bien voulu nous recevoir au cas où on aurait des projets pour qu'il nous accompagne. C'est aussi un aîné que je connais depuis que je suis à la section France, qui est très admirable, au comité de l'État aussi, chez qui on apprend beaucoup. Il a souvent été chargé de mission du comité central pour le renouvellement des bureaux des organes de base à Paris, je crois depuis 1996 que je le connaissais, pour avoir effectué régulièrement toutes ces missions pour la section France. Très bien, nous allons sortir par cette question, puisque vous êtes à parler des questions du militantisme. Il n'y a pas longtemps, on a parlé de cette opération de renouvellement des organes de base au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Depuis toujours, on parle au sein de votre parti de la transition générationnelle. Quelle est la lecture que vous faites là-dessus? Avez-vous le sentiment qu'au cours de toutes ces opérations qui sont amorcées de temps en temps, le mot d'ordre donné par le président est véritablement suivi? Je crois qu'il y a beaucoup d'évolutions. Il y a beaucoup d'évolutions que nous, de l'intérieur, qui militons depuis quelques années, maîtrisons mieux par rapport à ceux qui, comme vous, observateurs, même si vous êtes un observateur, en tout cas initié, par rapport à ce que vous avez comme idée de ce qui se passe dans notre parti, dans notre formation politique. Nous sommes partis, certes, de 85 avec une idéologie démocratique
consacrée, mais la démocratie à l'intérieur s'est mise en place progressivement. Et depuis le congrès ordinaire de 2011, où on a modifié les collèges électoraux qui élisent les bureaux des organes de base, du comité de base de la cellule, en fait. Et la cellule a toujours été l'Assemblée générale, mais du comité de base à la section où on applique la règle du suffrage universel direct, on a redonné en réalité le pouvoir aux jeunes et aux femmes au sein du RDPC. Parce qu'il est très difficile de gagner une section, une sous-section, un comité de base au RDPC sans les jeunes et sans les femmes. Et à partir de là, vous avez vu, lors des derniers renouvellements des organes de base, ce n'était pas qu'un frémissement, mais il y a un renouvellement réel au niveau des instances. Ça ne se voit peut-être pas encore au niveau du comité central ou du bureau politique, mais attendez que le président national convoque le congrès. Je suis sûr et certain qu'il en tiendra compte, parce que la légitimité des instances dirigeantes du parti doit provenir de ces changements et de ces renouvellements au niveau des sections des organes de base. Très bien, merci donc monsieur le maire d'être venu encore sur le plateau de B-News. C'est toujours un plaisir de vous avoir et de passer cet instant avec vous. Nous avons d'ailleurs été édifiés sur les différentes actions que vous êtes donc sur le point de mener pour la transformation et la métamorphose de la mairie de Ngoumou. C'est d'ailleurs un engagement que vous avez pris. Jamais vous n'allez faillir. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon retour et dire toutes nos amitiés aux populations de Ngoumou que nous aurons certainement le plaisir de découvrir si jamais nous sommes invités. D'ici là, quand peut-être la métamorphose aura évolué et ce sera concrétisé, je crois que j'hésite encore à venir parler des chantiers de Ngoumou, parce que ce sont des chantiers inachevés, mais nous avons déjà à peu près une idée précise de ce que nous voulons faire. Cette idée précise se construit. Ce n'est pas on a un plan d'action quand on est candidat à une campagne électorale, mais c'est face à la réalité qu'on l'ajuste et qu'on discute avec l'équipe avec laquelle on doit travailler, mes conseils municipaux, les populations. Nous devons réactualiser nos plans de développement, mais en attendant, nous avons déjà une vision et une idée très claire de ce que nous voulons faire de notre commune. Et c'est pour ça que je peux me permettre de discuter, d'évoquer quelques grandes lignes avec vous. Je vous remercie de m'avoir invité. C'est nous qui vous remercions et nous vous souhaitons donc de passer un excellent week-end. Un très bon week-end en souhaitant que les Lions indomptables nous qualifient demain. Et surtout qu'ils gardent le trophée au soir du 6 février. C'est ce que nous souhaitons. En tout cas, tout est entre leurs mains. Ils savent qu'ils ont le soutien de tout le peuple camerounais. Très bien. Les Lions indomptables, nous leur souhaitons donc de passer une excellente rencontre de football face à la Gambie. Et comme on le dit, patriotisme oblige, alors on ne peut être que soudé et aligné derrière son équipe nationale, parce que, comme disent tous les Camerounais, le meilleur est à venir, et le meilleur, c'est très certainement au soir du 6 février 2022. Bonsoir. Chers Lyon et Lyon, nous vous attendons massivement dans la tanière des Lions. Le Lion peut, vous pouvez. Avec notre partenaire privilégié, le groupe SABC, à sa tête, mon cher et frère Emmanuel, je profite pour dire merci. Vous avez marqué le premier but, celui d'accompagner le plus grand ambassadeur du Cameroun.